Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde à ce webinaire du Réseau de Domaine Québec et du Centre québécois du droit de l'environnement. Avant tout, j'aimerais commencer en fait par reconnaître que je me retrouve présentement en territoire autochtone non cédé des nations Kanien'kehá:ka et Anishinaabe, qui sont les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rassemblons. Plus précisément, moi, je me retrouve à Tiohtià:ke, qui est aussi connu sous le nom colonial de Montréal, qui est historiquement reconnu comme le lieu de rassemblement pour de nombreuses nations. Je vous invite à consulter le lien qu'on va partager dans le chat qui s'appelle Native Land. C'est pour connaître le territoire non cédé sur lequel vous vous retrouvez également. Donc, c'est une carte, vous pouvez rentrer votre code postal, adresse, puis vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour retrouver les nations, territoires sur lesquels vous habitez présentement. Donc, je me présente, moi c'est Chloé Tremblay-Cloutier. Je travaille à la Fondation David Suzuki. Je suis responsable du projet qui s'appelle le Réseau Demain le Québec, un projet de mobilisation citoyenne. Donc, on soutient plus de 80 groupes citoyens à travers le Québec, dans 15 régions du Québec. On fournit en fait des ressources, du soutien, on met en lien ces groupes citoyens-là pour amplifier le mouvement sur le terrain. C'est des groupes, en fait, qui vont protéger des milieux naturels, qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire, qui vont adresser le zéro déchet, le transport actif aussi. Puis il y a même des groupes, peut-être que vous les connaissez, les Mères au front, par exemple, qui vont lutter pour un meilleur avenir pour nos enfants, petits-enfants. Ce sont des groupes citoyens qui vont aussi créer du tissu social dans nos communautés, qui vont créer des populations qui vont être beaucoup plus résilientes, plus solidaires aussi. Donc, sans plus attendre, moi, j'aimerais juste commencer, en fait, pour peut-être faire un petit rappel. Vous l'avez peut-être vu dans les 2 dernières semaines, on a annoncé un partenariat entre le Centre québécois du droit de l'environnement puis le Réseau Demain le Québec pour outiller les initiatives citoyennes avec une notion de droit pour multiplier, en fait, la portée de ces actions-là. Donc, le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, grâce à la ligne verte, la ligne d'information juridique, répondait déjà à des questions qui portaient sur les enjeux environnementaux. Donc, le lien et le partenariat présent s'est fait de manière très naturelle en mettant en commun nos ressources, en fait. Donc, grâce à ce partenariat-là, on désire peut-être abaisser les barrières, créer des liens entre les initiatives citoyennes puis le domaine juridique. Donc, c'est pour ça qu'on est très heureux et heureuse de vous présenter ce premier webinaire-là qui fait le pont et répond à la question suivante. Comment le droit peut-il amplifier la portée des actions citoyennes en matière d'environnement? Donc, je vous présente nos invités. On a Philippe Biusi, qui est le coordonnateur de la ligne d'information juridique du CQDE, et Sophie-Anne Legendre, qui est directrice générale par intérim du CQDE également. À noter qu'on va avoir une période de questions à la toute fin, donc retenez vos questions, vous pouvez les écrire dans le chat aussi. Moi, je vais les retenir pour les partager à la fin du webinaire. Puis, le webinaire est également enregistré, donc si vous voulez éteindre vos caméras parce que vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement, c'est libre à vous. Donc, Sophie-Anne et Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Chloé. Merci tout le monde d'être si nombreux pour entendre cette présentation. J'espère que ça va. CQDE, c'est un OBNL qui a été fondé par un groupe de juristes en 1989. On a plus de 300 membres actifs à travers le Québec et des milliers de sympathisantes. On est le seul organisme à offrir une expertise indépendante en droit de l'environnement. La mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre l'expertise du Centre québécois du droit de l'environnement au service de la protection de l'environnement et de la population. Ça s'articule en 3 axes, donc l'information, et j'inclurais là-dedans la formation et l'accès à la justice à travers différents projets. C'est ce qu'on vous propose. Donc, il y a Obiter, qui est une banque d'informations juridiques gratuite disponible sur notre site. Il y a la ligne verte également, de laquelle Philippe Biusi, qui est en onde aujourd'hui avec moi, est le coordonnateur. C'est pour vous donner toute l'information dont vous pourriez avoir besoin. On a aussi une clinique juridique qui reçoit à chaque session des étudiants en droit, donc on forme la prochaine génération de juristes en droit de l'environnement. Et on s'appuie aussi sur le travail d'un comité juridique qui regroupe des avocats de divers horizons. On travaille aussi l'axe de tout ce qu'on appelle les réformes législatives et réglementaires. Donc, le CQDE participe au débat public afin que les lois, politiques et règlements soient en mesure d'assurer adéquatement la protection de l'environnement. Puis enfin, on travaille aussi dans l'axe des actions judiciaires, dont les litiges. On saisit les tribunaux afin de protéger les droits de l'environnement et des citoyens pour assurer l'accès à la justice en matière d'environnement.
Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un survol des lois et règlements d'importance en environnement au Québec, l'identification de différents intervenants vers lesquels les citoyens et les groupes de citoyens peuvent se tourner. Et enfin, on vous présentera aussi les divers recours qui s'offrent aux citoyens pour protéger l'environnement, qu'ils soient participatifs, judiciaires ou en lien avec l'accès à l'information. Parce que se mobiliser en visant le bon interlocuteur au bon moment et de la bonne manière, c'est ce qui permet au droit d'amplifier la portée des actions citoyennes pour le bénéfice de l'environnement. Au terme de cette présentation, vous verrez à quel point l'adage selon lequel l'information est le nerf de la guerre, c'est vrai, et que le droit est un outil formidable et incontournable pour utiliser l'information à son plein potentiel. À toi, Philippe. D'abord, bonjour. Ça fait déjà 8 minutes que le webinaire est commencé, puis c'est maintenant que je commence à m'adresser à vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder des beaux et des gros enjeux en environnement. On a un gros horaire devant nous. Fait que je mentionne dès le début que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on a prévu une période de questions à la fin, notamment vu le nombre de participants. Prenez-vous une petite note mentale ou écrivez-le sur un bout de papier, puis ça va nous faire plaisir d'y revenir. Également, c'est toujours possible de nous poser des questions après le webinaire, évidemment. Donc, le droit, c'est un outil complexe, mais qui peut servir à plusieurs choses. On pense souvent aux tribunaux, aux poursuites, mais je vous dirais que c'est la pointe de l'iceberg, puis que c'est également la dernière étape d'un processus qui va impliquer des notions juridiques. Le droit, c'est aussi une formidable manière de s'informer, de planifier son projet, sa stratégie, puis surtout de formuler des demandes qui vont être jugées réalistes et pertinentes par les personnes à qui vous vous adressez, en fait. C'est d'ailleurs principalement dans cette optique-là que la ligne d'information juridique, la ligne verte, puis notre banque d'information juridique Obitaire nous permet d'agir auprès de vous, les citoyens, puis de vous soutenir dans vos mobilisations. Avant de vous dire comment le droit peut vous aider, je veux qu'on s'entende sur certaines choses. Vous me permettrez peut-être de commencer par un petit survol rapide de certains concepts, juste question qu'on parte tous sur les mêmes bases, puis qu'on se comprenne bien pour la suite des choses. Comme vous le savez probablement, là, je sais qu'il y a certaines notions qui vont être, pour certaines personnes, super claires et évidentes, mais je vais quand même en parler. Comme vous le savez probablement, c'est l'État qui adopte des lois, qui édicte des règlements, puis qui produit des écrits qui visent la protection de l'environnement. Certains de ces documents-là ont des effets juridiques, alors que d'autres n'en ont pas du tout. Ces documents-là sont le matériel de base, les principales sources de droit. C'est donc vraiment important qu'on s'entende sur ce que c'est. Puis c'est aussi important de bien comprendre la hiérarchie entre ces documents-là pour mieux participer à la protection de l'environnement, puis avoir une stratégie et des demandes qui se tiennent. Alors, la question d'importance aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on détermine la valeur juridique de chacun de ces documents-là. Je vais commencer par qu'est-ce qu'une loi? C'est un texte qui va énoncer des règles pour organiser la vie en société. On s'entend là-dessus. Ça va définir des droits puis des devoirs. Par exemple, prenez le code de la sécurité routière, pardon. Ça vous donne le droit de conduire un certain type de véhicule, mais en contrepartie, vous devez vous acquitter de certains devoirs, comme le fait d'avoir un permis de conduire valide. C'est possible de s'adresser aux tribunaux qui sont chargés d'appliquer la loi afin qu'ils viennent intervenir lorsqu'il y a un droit ou une obligation qui n'est pas respectée. Par contre, comme je l'ai mentionné, se tourner vers les tribunaux, c'est vraiment la dernière option, ou si on veut, le filet de sécurité, parce que ça coûte cher, ça prend des ressources, puis on peut se retrouver avec des mauvaises surprises. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, la question, c'est qui adopte les lois? C'est ce qu'on appelle la branche législative de l'État, qui a le pouvoir d'adopter, de modifier et d'abolir les lois. Au Québec, la branche législative, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Et au Canada, ce sont les députés qui siègent au Parlement. Exactement. Maintenant, un règlement, c'est quoi la différence avec une loi? En fait, on dit généralement même qu'un règlement a force de loi. Donc, pour ajouter à la confusion, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a les mêmes effets qu'une loi, donc qu'il crée des règles juridiques. La différence entre une loi et un règlement, c'est que chaque règlement est établi en vertu d'une loi spécifique qu'on appelle sa loi habilitante. Puis là, ça, c'est vraiment important, je vous le dis, loi habilitante, ça va revenir. Donc, le rôle du règlement, c'est de compléter sa propre loi habilitante. En gros, la loi va poser des principes généraux, alors que le règlement, lui, va comporter plus de détails quant à l'application de ces principes-là, la mise en œuvre un peu, si on veut. Donc, souvent, il va comporter plusieurs détails. Par exemple, il y a près de 70 règlements qui ont été adoptés en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement
pour traiter d'une panoplie d'enjeux comme la qualité de l'atmosphère ou de l'eau potable? Ouais, c'est le législateur, donc encore une fois les députés, qui vont déléguer habituellement le pouvoir d'élaborer des règlements. Ce pouvoir-là va souvent être confié directement au gouvernement, plus spécifiquement le Conseil des ministres. Puis les municipalités aussi ont le pouvoir d'élaborer des règlements qui sont applicables sur leur territoire, évidemment. Je précise que le fait de déléguer le pouvoir de réglementer doit être prévu dans la loi habilitante, on y revient. Donc, on vient toujours à cette loi spécifique-là, cette loi-là qui est la source du pouvoir réglementaire. C'est essentiel parce que sans une délégation du pouvoir de réglementer, le règlement pourrait être considéré comme illégal. Pourrait aussi être considéré comme illégal si, par exemple, vous avez un règlement qui vient contredire la loi, qui vient contredire son but, son objet. Donc, ça peut être important à prendre en compte. Finalement, il existe plusieurs autres documents gouvernementaux qui peuvent parfois avoir des effets juridiques. Et là, je dis bien parfois. Le gouvernement va élaborer plusieurs documents qui vont le désigner selon plusieurs appellations. Donc, par exemple, une politique, un plan d'action, une directive, des lignes directrices, une circulaire, etc. Ça n'arrête pas. Ça paraît très formel comme ça, mais dans les faits, ces documents-là sont généralement sans effet juridique. Et là, ça, c'est super important parce que ce sont souvent des documents où on énonce des grands principes bienveillants. Donc, quand on les lit, on se dit « Eureka, j'ai trouvé ma prise légale ». Mais dans les faits, ça a peu de valeur juridique. Ces documents-là ont une forte valeur qui est interprétative, donc ils peuvent servir à mieux comprendre les lois ou les règlements. Parmi ces documents-là, j'ai mentionné les politiques et les plans d'action. Ces documents-là présentent habituellement l'orientation du gouvernement sur un sujet particulier, donc sans créer de règles juridiques. Par exemple, vous avez le plan pour une économie verte 2030 ou la politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec. Comme j'ai dit, ce sont des documents qui peuvent servir de guide d'interprétation pour mieux comprendre les lois et règlements, mais aussi les intentions du gouvernement dans un secteur spécifique. Donc, ils sont utiles. Ils peuvent aussi être utiles devant les tribunaux. Cela dit, ça arrive que ces documents-là de l'État aient des effets juridiques lorsqu'ils présentent certaines caractéristiques très précises. J'entrerai pas là-dedans spécifiquement. Sachez par contre que de manière générale, ils n'en ont pas, mais ça arrive que oui. On prend le temps de préciser les différences parce que lorsque vous vous adressez à un fonctionnaire ou à un élu, si vous évoquez des documents qui n'ont pas d'effet juridique, il faut savoir que ce qui est écrit n'est pas absolu. C'est super important. La manière d'y référer peut donc avoir un effet sur l'importance qu'on accorde à votre propos. Au besoin, c'est le genre d'information qu'on peut vous aider à décortiquer, mais aussi à obtenir via la ligne verte. Un des éléments essentiels de la mobilisation citoyenne, c'est d'identifier les bons intervenants à approcher. On l'a déjà dit, l'environnement étant un domaine de droit super vaste, puis dont la compétence est partagée, c'est encore plus important de savoir à qui s'adresser. La responsabilité des lois et règlements, puis aussi les pouvoirs qui y sont prévus, ce sont des bons indicateurs pour être sûr de s'adresser au bon intervenant. La responsabilité de l'application d'une loi revient à un ou plusieurs ministres. Normalement, il y en a un qui prend plus la place dans cette loi-là. Puis la responsabilité des règlements d'application de la dite loi va généralement relever du ou des ministres qui sont responsables de la loi. Je dis ministre parce que dans la loi, c'est vraiment le ministre qui est désigné, mais vous comprendrez que nécessairement, dans les faits, ça implique l'entièreté du ministère. Je vais faire un bref survol des lois et règlements qui reviennent plus souvent dans les dossiers de mobilisation citoyenne pour la protection de la biodiversité puis des milieux naturels. Ça va également me permettre de vous présenter certains intervenants qui sont clés. Évidemment, l'une des lois emblématiques de la protection de l'environnement au Québec, c'est la loi sur la qualité de l'environnement, dont la responsabilité d'application incombe au ministre de l'Environnement puis de la lutte contre les changements climatiques, fonction qui est actuellement occupée par Benoît Charette. Donc là, on est vraiment au provincial. C'est une loi qui a été adoptée en 1978 puis qui a subi une importante réforme en 2017. Le but de cette loi-là, c'est vraiment de protéger l'environnement puis de sauvegarder les espèces vivantes qui y habitent. La loi sur la qualité de l'environnement interdit qu'on dégrade la qualité de l'environnement ou que l'on émette des polluants, des contaminants. Là, j'ai apporté une petite nuance pour réaliser certaines activités qui peuvent polluer. Donc, on l'interdit, mais il y a quand même la possibilité de polluer. C'est possible de polluer, mais il faut suivre la loi. Il faut absolument obtenir une autorisation du ministre de l'Environnement.
La loi va également déterminer les conditions qu'il faut respecter pour réaliser les différentes activités qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Puis là, ça, c'est important parce qu'on parle d'une multitude d'activités qui se déroulent en sol québécois. Là, on passe de travaux dans un milieu humide à la construction d'un centre de recyclage jusqu'au prolongement d'une autoroute. Donc, vous comprendrez que cette loi-là revient tout le temps. On a aussi la loi sur la conservation puis la mise en valeur de la faune qui relève du ministre des Forêts, de la faune et des parcs. C'est une fonction qui est actuellement occupée par Pierre Dufour. Chloé, si on peut juste changer de diapositive. Cette loi-là vise la protection des animaux sauvages contre l'exploitation et la dégradation de leur habitat. C'est une loi qui va interdire l'exploitation d'animaux, sauf pour les titulaires d'un permis, puis qui permet au ministre de déterminer selon quelles circonstances la chasse et le piégeage ou la pêche d'un animal est autorisée. Par le biais d'un de ces règlements d'application, là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais qu'on appelle le règlement sur les habitats fauniques, c'est également possible d'assurer la protection de l'habitat d'une espèce faunique qui est menacée ou vulnérable, mais seulement sur les terres du domaine de l'État, donc les terres publiques. Les habitats qui sont situés sur des terres privées ne peuvent pas être protégés légalement en vertu du règlement sur les habitats fauniques. Là, c'est important de le savoir, il n'y a rien qui l'empêche dans la loi, mais dans l'application, on ne le permet pas. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs travaille présentement et depuis plusieurs années sur la possibilité d'étendre la cartographie et la protection légale aux habitats qui seraient situés sur des terres privées. C'est super important, cette donnée-là. Vous comprendrez à la lumière de ce que Philippe vient d'expliquer conséquemment. Pour le moment, si vous vous opposez à un projet immobilier sur un lot qui appartient à un promoteur ou sur lequel il y a une espèce faunique menacée, ça ne sert à rien, en fait, de se tourner vers le MFFP, donc le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour demander de cartographier ou de protéger son habitat. Car même si c'est lui qui est responsable, il ne s'est pas donné les pouvoirs qui lui permettraient d'agir. Du moins, pas pour cette mobilisation spécifique. Si vous cherchez un nouveau cheval de bataille, c'en est un d'importance parce qu'actuellement, ce qu'on vient d'expliquer au niveau des terres publiques, c'est vraiment une faiblesse, une faille à notre capacité collective d'assurer la protection de la biodiversité. Oui, c'est un beau gros dossier. Par contre, il y a un autre intervenant qui peut être important dans ce cas-là. Comme je l'ai déjà dit, l'environnement, c'est une compétence partagée, ce qui veut dire que le gouvernement fédéral a également son mot à dire. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Donc, c'est presque le même titre, mais pas tout à fait. Là, c'est vraiment au fédéral. Une fonction qui est occupée par Stephen Guilbeault. En fait, c'est ce ministre-là qui est responsable de l'application de la loi sur les espèces en péril. Cette loi-là vient compléter les autres lois, qu'elles soient provinciales ou fédérales. En matière de protection des espèces en péril et de leur habitat, elle comporte plusieurs dispositions qui permettent de protéger les individus, la résidence et l'habitat. Ça, c'est une petite distinction. Là-dedans, on a évidemment également l'habitat essentiel des espèces qui vont être inscrites à son annexe 1. Ça, c'est une petite technicalité. On peut vous aider à le trouver. Elle va comporter, et là, attention, en fait, les statuts et les appellations ne seront pas harmonisés entre le fédéral et le Québec. Ça, c'est vraiment le genre d'information qu'on peut venir vous aider, là, que le Centre québécois du droit de l'environnement peut venir vous dire « Ah, mais au Québec, c'est comme ça, au fédéral, c'est comme ça ». Parce que finalement, la loi sur les espèces en péril contient des dispositions qui vont inclure des interdictions qui sont générales, puis la possibilité d'appliquer des arrêtés ministériels, des décrets et des règlements. C'est une loi qui va prévoir également la possibilité de mettre en place d'autres mécanismes qui permettent de favoriser la conservation et le rétablissement des espèces en péril, notamment, là je le dis super rapidement, par le biais d'accords de conservation, l'élaboration de codes de pratique puis l'acquisition de terres. Il y a deux mécanismes qui peuvent être mis de l'avant pour que des interdictions de la loi s'appliquent en dehors du territoire domanial fédéral, donc par exemple sur des terres privées, donc ça c'est important. On a un décret qui vise la protection de l'habitat essentiel, qu'on appelle communément le filet de sécurité, ou encore un décret d'urgence. Ici, vous pouvez penser, par exemple, à des exemples super médiatisés comme la fameuse rainette Fougrillon de l'Ouest, dont on va vous reparler, ou le caribou. Il y a plusieurs autres intervenants ministériels qui peuvent être pertinents pour votre mobilisation.
Je pense notamment à Pêche et Océan Canada pour le poisson, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, puis évidemment, ministère des Transports, notamment en matière d'expropriation. Je vais par contre me concentrer sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, est responsable. C'est probablement ce qui constitue, puis là, je le dis, c'est selon moi, la loi la plus importante en matière d'environnement au Québec. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça vient établir tout le cadre juridique qui concerne l'aménagement du territoire. C'est un cadre qui est complexe, mais qui est essentiel pour contrer l'étalement urbain, la destruction des milieux naturels qui est associée à l'étalement urbain, mais aussi pour ce qui est d'amorcer la transition écologique, la modification des habitudes de déplacement, puis ultimement, lutter contre les changements climatiques. Ce cadre-là me permet notamment de vous présenter des acteurs clés que vous connaissez probablement déjà, du moins en partie. Donc, il y a les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté, plus communément appelées MRC. Là, à partir de maintenant, je vais me simplifier la vie puis utiliser ce petit acronyme. Puis bien évidemment, les municipalités locales, donc vos municipalités. Les communautés métropolitaines, dans le cas là, on est vraiment dans le cas des régions métropolitaines de Montréal et de Québec. Ce sont des actrices importantes de la planification puis de l'aménagement du territoire. La planification à l'échelle métropolitaine est encore en construction au Québec. Ce n'est pas une chose qui est innée. Ça implique de prendre en compte des dynamiques qui vont dépasser les frontières administratives, locales et régionales. Si vous êtes dans ces régions-là, les communautés métropolitaines peuvent être des intervenants clés dans vos revendications. Elles occupent un espace politique qui est flou, qui est complexe, parce qu'en fait, on n'élit personne directement à cet échelon-là, ce qui peut rendre difficile la mobilisation à ce palier-là. Ceci étant, c'est un espace politique qui tend à être oublié par les citoyens et les groupes de citoyens, mais qui est un espace de revendication super important qui peut avoir un impact sur qui va avoir un impact sur la planification métropolitaine. En ce sens-là, je vais vous donner un exemple. Lors des dernières consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l'élaboration du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la mobilisation citoyenne qui a beaucoup permis de faire rehausser la cible de protection du territoire. Ça a permis de la faire passer de 12 à 17 et l'objectif qui est discuté présentement, c'est de la faire passer à 30 avec le nouveau RCI là, qui est annoncé. La mobilisation a fait comprendre notamment aux élus que la protection des milieux naturels est un enjeu important pour la population et c'est ce qui, sur une décennie, a fait en sorte que la CMM, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, s'est dotée du programme de la trame verte et bleue qui a permis d'acquérir plusieurs milieux naturels. Le règlement de contrôle intérimaire qui concerne la protection des milieux naturels qui a été adopté ce printemps est un autre exemple de l'importance de l'espace politique métropolitain qui peut avoir beaucoup d'impact sur l'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment pas un palier de gouvernance à négliger pour les luttes citoyennes. Ouais, un peu comme pour les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté permettent la prise en compte d'enjeux qui dépassent le cadre strictement local. Donc, la protection des milieux naturels, oui, mais aussi, par exemple, la gestion des matières résiduelles. C'est également un espace politique qui est relativement peu occupé par les citoyens et les groupes citoyens soucieux de l'environnement. Je sais que ça commence à se faire. D'ailleurs, je vous invite à rester attentifs dans les prochains mois. En fait, prochains mois, c'est d'ici le 16 juin, là, les plans régionaux des milieux humides et hydriques doivent être envoyés, sauf exception, au ministre de l'Environnement provincial, au plus tard le 16 juin. Donc, on est dans 15 jours, en fait, là, environ 2 semaines. C'est la première fois que cette obligation-là légale va être réalisée. Puis selon nous, ça devrait grandement favoriser une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux humides et hydriques. C'est les MRC, en fait, qui créent ces plans-là. Le Centre québécois du droit de l'environnement est capable de vous accompagner pour déterminer ce que vous pouvez demander de vos échelons métropolitains ou régionaux en fonction des pouvoirs, évidemment, dont les communautés métropolitaines et les MRC disposent. Finalement, il y a vos municipalités locales qui sont des actrices incontournables de l'aménagement du territoire, puis de la prise en compte de la biodiversité et des milieux naturels dans la planification et la gestion de l'urbanisation. Il s'agit aussi de l'espace politique qui est le plus facile à intégrer parce qu'il s'agit d'un palier de gouvernement
pour lequel vous avez facilement accès au conseil municipal et aux élus locaux. Évidemment, je me permets de rappeler que le ton que vous employez avec les élus et les fonctionnaires peut avoir un gros impact sur la manière dont vos demandes vont être perçues. Même si au niveau du contenu, elles sont impeccables, c'est un palier où c'est reconnu que c'est particulièrement difficile ces temps-ci. Donc, s'il vous plaît, je profite de ce petit moment pour vous inviter à faire attention. Ça reste des êtres humains. C'est la réglementation d'urbanisme qui a le plus d'impact sur les choix d'aménagement, mais il y a plusieurs autres pouvoirs de la municipalité qui peuvent avoir beaucoup d'impact sur l'environnement. Par exemple, dans la réduction à la source des matières résiduelles, sur la mobilité, la motorisation des déplacements, sur les pesticides. Donc, un des moyens par excellence pour acquérir plus d'informations, pour comprendre les enjeux, puis surtout comprendre la dynamique entre, par exemple, un promoteur puis une municipalité, c'est la demande d'accès à l'information. Si Chloé, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. C'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, puis sur la protection des renseignements personnels, donc un très long nom de loi, qui vous confère notamment le droit d'accès aux documents des organismes publics. Ici, je me concentre sur le provincial parce que c'est le palier le plus important pour des enjeux plus locaux, mais il y a également un équivalent qui est fédéral. Donc, c'est possible aussi de se tourner vers les organismes publics fédéraux pour avoir de l'information. Évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il y a plusieurs informations qui peuvent être caviardées quand vous faites une demande, notamment pour protéger des renseignements personnels ou, par exemple, des secrets commerciaux. Quand on parle d'organismes publics, au sens de la loi sur l'accès, on parle du gouvernement puis des ministères provinciaux, des organismes municipaux, donc les municipalités locales, les MRC, les communautés métropolitaines, mais aussi les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Je le mentionne parce que ça peut être important, même en environnement. Des fois, on n'y pense pas, mais c'est pertinent. Pour faire une demande d'accès, vous devez impérativement l'adresser au responsable de l'accès à l'information de l'organisme public qui détient le ou les documents que vous cherchez. Donc, vous ne devez pas écrire directement à un ministre ou à un maire, par exemple. Pour trouver les coordonnées de la personne à contacter, il y a une liste qui est rendue disponible par la Commission d'accès à l'information sur son site Internet. Au niveau de la forme, votre demande peut être formulée autant verbalement que par écrit. Par contre, je vous encourage vraiment à faire une demande par écrit parce que ça vous permet de demander une révision de la décision au responsable de l'accès à l'information. Ça, c'est quelque chose qui est méconnu, mais il y a juste les demandes écrites qui peuvent être révisées par la Commission d'accès à l'information. Puis, au niveau des délais, un organisme public a un maximum de 20 jours pour répondre à une demande à compter de la date de réception. Donc, c'est vraiment la date de réception plus 20 jours. Il y a un délai supplémentaire de 10 jours qui peut s'appliquer si c'est nécessaire. C'est vraiment un élément qui est à prendre en compte dans la planification de votre stratégie parce que ce sont des délais qui font en sorte qu'il peut vous manquer une information cruciale pendant un bon bout de temps. Puis surtout, si votre demande d'accès a été refusée, que ce soit en tout ou en partie, ou vous n'avez pas reçu une réponse dans les délais prescrits, donc 20 jours plus potentiellement 10 jours, vous avez 30 jours pour demander une révision à la Commission d'accès à l'information. Donc, ce sont tous des délais qui sont à respecter et qui passent vite, mais pas tant que ça quand vous avez besoin d'une information cruciale. Donc, il faut vraiment le planifier dans vos démarches. La demande d'accès à l'information, c'est vraiment un outil dont on sert beaucoup au Centre québécois du droit de l'environnement. C'est une étape essentielle pour monter et comprendre nos dossiers. Un des dossiers dont on parle beaucoup ces derniers temps et où le CQDE est vraiment actif, c'est notamment avec l'organisme Eau Secours. C'est le dossier des prélèvements d'eau que vous avez peut-être vu passer là, dans les médias. On a fait une demande d'accès à l'information pour connaître la quantité d'eau prélevée dans chaque bassin versant et les endroits où ces prélèvements étaient faits. On a suivi exactement le processus que Philippe vient d'expliquer, mais les tribunaux ont retenu l'argumentaire, malheureusement, des embouteilleurs alléguant le secret commercial. Et ultimement, même si on n'a pas eu gain de cause cette fois-ci, ça permet vraiment de raffiner nos demandes. Maintenant, on vise vraiment une modification du cadre juridique pour avoir accès à ces données qui sont primordiales pour la gestion responsable de l'eau. Ce n'est pas juste le CQDE, bien sûr, qui bénéficierait d'avoir accès à ces données-là. Il y a plein d'intervenants responsables d'une gestion responsable de l'eau qui n'ont même pas accès non plus. Donc, eux également appuient ces demandes-là qu'on fait pour une modification du cadre juridique.
Plusieurs citoyens groupes qui contactent la ligne verte du CQDE le font pour qu'on les accompagne dans leur démarche de demande d'accès à l'information. Avec notre aide, des citoyens ont réussi à obtenir des autorisations environnementales qui ont été délivrées pour l'exploitation d'une usine qui transforme du minerai, par exemple. D'autres ont pu obtenir l'étude de caractérisation des milieux humides sur lequel un promoteur et une municipalité se basaient pour justifier le remblai d'un milieu humide, alors que cette étude datait d'il y a plus de 15 ans et était donc complètement dépassée. Faire une demande d'accès à l'information, ça a un réel impact. Il faut savoir utiliser cet outil-là qui est à votre disposition, puis jamais négliger cette option-là dans vos démarches. Je rentre maintenant à la deuxième portion du webinaire, se mobiliser avec deux types de vigilance citoyenne. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais la mobilisation citoyenne est réellement essentielle pour la protection de la biodiversité et de l'environnement. Ça permet une vigilance qui est à la fois préventive puis une vigilance qui est réactive. Les deux types de vigilance sont nécessaires et complémentaires. En habitant un secteur donné, vous devenez les experts de ce territoire-là. Vous le vivez, vous l'observez, puis surtout, vous le connaissez. Quand on vous parle de réformes législatives et réglementaires, c'est super, c'est porteur, mais sur le terrain, c'est vous qui êtes en mesure de nous dire « ça n'a pas de bon sens, comment c'est appliqué à tel et tel endroit ». Puis en fait, tout ça, ça nous nourrit énormément, puis c'est essentiel, donc chapeau, bravo. En droit québécois, il y a le principe d'accès à la justice qui permet à la population d'agir légalement pour la protection de l'environnement. Ce principe-là d'accès à la justice en matière d'environnement, il s'illustre principalement par deux moyens concrets. Il y a les mesures de suivi pour l'application des normes environnementales, les actions judiciaires. Nécessairement, ces moyens-là s'inscrivent en réaction à une situation environnementale qui est préoccupante. Les mesures de suivi sont particulièrement pertinentes pour vous, citoyens et les groupes là, qui militent sur leur territoire parce qu'elles permettent de signaler une atteinte et de faire respecter le cadre juridique environnemental à un moindre coût. C'est des mesures qui sont mises en place par le ministère de l'Environnement au provincial et qui bénéficient des informations fournies par le public. Donc, en utilisant ces mesures-là, vous agissez vraiment comme des gardiens de votre environnement. Parmi les mesures de suivi qui sont prévues par la loi sur la qualité de l'environnement, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, il y a la possibilité de demander au ministre de faire une enquête sur une situation environnementale problématique. C'est une mesure qui s'applique spécifiquement à des cas où il y a une présence de contaminants qui pourraient porter atteinte à la santé d'une personne ou endommager, par exemple, ses biens. L'enquête peut également être demandée pour un prélèvement d'eau qui compromettrait le droit d'accès à l'eau potable pour des raisons qui sont d'alimentation et d'hygiène. Il y a évidemment un délai pour demander une enquête comme ça. La demande doit être faite dans les 30 jours qui suivent le constat de la situation problématique. Donc ça, c'est important. C'est vraiment à partir du moment où vous constatez cette situation-là, vous avez 30 jours pour faire la demande. De manière pratique, cette mesure de suivi-là est vraiment utilisée dans les cas de présence d'un contaminant. Je ne rentrerai pas dans ce qu'est un contaminant, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer dans un contaminant. Dans la définition d'un contaminant, dont par exemple le bruit. Donc, il n'y a pas juste des produits chimiques, par exemple. Le ministre de l'Environnement va mener une enquête sur la situation environnementale, puis en bout de ligne, va devoir fournir un rapport de ses résultats. Quand je vous disais que s'informer, c'est important pour formuler les bonnes demandes aux bons intervenants, ça, c'est un excellent exemple. C'est important de savoir aussi que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a mis sur pied le service Urgence Environnement. C'est un service qui offre une ligne téléphonique que j'ai mis juste ici, en tout temps pour les cas, comme le nom l'indique, d'urgence environnementale, c'est-à-dire dans les situations qui menacent, qui altèrent ou qui sont sur le point de détériorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, du sol ou de l'environnement dans lequel évolue l'être humain, puis qui nécessitent une intervention immédiate. Donc ça, c'est important. En d'autres mots, lorsqu'il y a un délai d'intervention qui pourrait causer des torts irréparables à l'environnement, il faut agir et qu'il faut agir immédiatement. N'importe qui peut contacter Urgence Environnement. Donc, la notion de tort qui peut être causé immédiatement et qu'il faut intervenir immédiatement, c'est vraiment primordial. En fait, l'urgence environnement, moi, j'aime dire que c'est un peu comme le 911 de l'environnement pour signaler un problème là, qui est urgent. Dans le cadre des demandes qui sont faites par le biais de la ligne verte, donc les demandes qu'on reçoit à la ligne verte, à la ligne d'information juridique, il nous arrive vraiment souvent de référer à Urgence Environnement pour des urgences. C'est le cas notamment d'un organisme qui nous avait contacté dans le passé à la suite d'incidents répétés de mortalité d'une quantité importante de poissons dans la rivière du Lièvre en Outaouais,
Après l'intervention de l'équipe du ministère et une enquête, donc il y avait suivi un signalement à urgence environnement, ça a été possible de déterminer que la mort de milliers de poissons était due aux opérations d'un barrage. Ça a amené à la prise de mesures de suivi par le ministère pour que les activités du barrage soient modifiées pour protéger la faune. Donc, ça a vraiment eu un impact concret. Ouais, là, je vois le temps qui file. Je vais parler brièvement de la plainte à caractère environnemental, puis Sofiane, je passerai directement après ça aux actions judiciaires. Parfait. Donc, dans les mesures de suivi, vous avez également la plainte à caractère environnemental. Contrairement au service urgence environnement, ce type de plainte-là est utile pour les problématiques environnementales qui ne sont pas urgentes puis qui ne nécessitent pas une intervention immédiate. Ce type de plainte-là peut être déposé au Centre de contrôle de l'environnement du Québec par toute personne qui est témoin d'une activité qui ne semble pas conforme aux lois environnementales. Donc, ici aussi, notre équipe, on peut vous aider à déterminer les manquements pour que vous puissiez faire votre plainte en mentionnant les éléments non conformes, par exemple. C'est important de savoir aussi qu'auprès des directions régionales du ministère de l'Environnement, c'est possible de faire une plainte qui est anonyme. Si tu veux embarquer, Sofiane, sur les moyens d'action, le deuxième moyen d'action. Le deuxième moyen d'action, excuse-moi, Philippe, merci. Ça s'adresse peut-être plus à des groupes citoyens qu'à des citoyens individuels, donc qui agiraient seuls, parce que ça prend des ressources et donc des moyens financiers non négligeables. Ce sont les actions judiciaires. Entreprendre une action judiciaire, ça coûte cher. Ça peut amener un résultat imprévu ou malheureux qui a un caractère un peu définitif. C'est donc à utiliser vraiment en dernier recours parce que c'est ça, comme je le disais, ça a un caractère définitif et que la décision finale peut être contraire à ce qu'on aurait souhaité. Ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur d'autres dossiers ou situations. Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux s'adresser au gouvernement, surtout quand il est question de choix ou de vision politique. Ouais. Les actions judiciaires peuvent être entreprises contre des personnes, des entreprises ou les autorités publiques pour demander que cesse une atteinte à l'environnement ou pour, dans certains cas, demander une réparation pour les dommages qui sont subis. Il y a plusieurs types d'actions judiciaires. Nous, aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler de l'injonction et du pouvoir en contrôle judiciaire. Je vais surtout vous parler de l'injonction, un peu moins du pouvoir de contrôle judiciaire, peut-être vous donner un petit peu d'informations puis qu'on passe à l'exemple rapidement. Je vais commencer par l'injonction. C'est une action qui peut être utilisée pour atteindre différents objectifs. Ça peut servir à empêcher une personne à continuer d'agir d'une certaine façon, donc à modifier son comportement, ou l'obliger à cesser complètement une action, donc cesser son comportement. Dans un contexte environnemental, vous comprendrez que c'est une action judiciaire utile pour empêcher une personne d'effectuer ou de poursuivre une action qui est dommageable pour l'environnement. Par exemple, on peut demander une injonction qui intime à une entreprise privée d'arrêter certains travaux dans un milieu humide. On peut aussi demander une injonction pour forcer une personne à accomplir une action. Donc là, c'est comme tout un autre volet. Il y a 3 aspects à démontrer pour demander une injonction. Il y a l'apparence de droit, qui est nécessaire d'accorder l'injonction pour empêcher un préjudice et que l'évaluation comparative des inconvénients de chaque partie favorise que l'injonction soit émise par le tribunal. Donc, en gros, il y a une balance des inconvénients qui doit favoriser l'émission de l'injonction. Il y a une injonction qui est spécifiquement prévue à la loi sur la qualité de l'environnement qui vise à empêcher une atteinte au droit à un environnement sain. C'est un droit qui est prévu par la même loi, donc la loi sur la qualité de l'environnement. C'est une injonction qui peut être intentée lorsqu'il y a un non-respect, soit de la loi, donc la loi sur la qualité de l'environnement, soit un de ses règlements d'application. Tout à l'heure, Sofiane vous disait qu'il y en a 70, ou à une condition qui est prévue à l'autorisation d'une activité. Ça doit être demandé par une personne physique, donc un citoyen, qui fréquente le lieu où se produit l'action dommageable à l'environnement ou dans son voisinage immédiat. Ça, c'est une nuance importante. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intérêt pour demander l'injonction spécifique prévue à la loi sur la qualité de l'environnement. Je veux aussi mentionner que les tribunaux sont venus préciser qu'une atteinte hypothétique au droit à la qualité de l'environnement, ce n'est pas suffisant pour autoriser l'injonction. Ça prend un haut degré de probabilité que le dommage soit causé pour que l'injonction soit autorisée. Si la violation d'une norme réglementaire objective qui donne lieu à un droit clair peut être prouvée, les tribunaux vont venir alléger les fardeaux de la preuve de persuasion qui sont imposés à la personne qui demande l'injonction.
Pour vous donner un exemple concret de ce à quoi ça peut ressembler, en 2014, le Centre québécois du droit de l'environnement et d'autres groupes environnementaux ont demandé au tribunal de suspendre les travaux de TransCanada pour son projet de port pétrolier à Cacouna parce qu'on alléguait qu'il ne respectait pas les lois environnementales du Québec et qu'il menaçait la survie du beluga. Le tribunal a estimé que notre organisme a réussi à soulever un doute important quant à la raisonnabilité de la décision du ministère d'octroyer ce qu'on appelait à l'époque un certificat d'autorisation. Finalement, un peu avant l'échéance de l'injonction, le ministère a refusé la reprise des travaux en raison de la violation par TransCanada des conditions d'octroi du certificat d'autorisation en ce qui a trait aux limites de bruit, ce qui a été démontré par un rapport de vérification. L'injonction est donc un moyen vraiment efficace, mais qui nécessite d'avoir des conditions gagnantes, ce qui n'est pas toujours évident. Je vais passer très vite sur le pourvoi en contrôle judiciaire. Grosso modo, un pourvoi en contrôle judiciaire, ça permet de venir contrôler la décision de l'administration publique. Okay? Donc, par exemple, la décision de démettre ou pas un permis. Je vais laisser Sofiane vous mettre un petit exemple concret tout de suite. Oui, on vous a dit qu'on y reviendrait tout à l'heure. Donc, en 2014, encore, le Centre québécois du droit de l'environnement et Nature Québec ont demandé un pourvoi en contrôle judiciaire pour annuler la décision de la ministre fédérale de l'Environnement de refuser de recommander l'adoption d'un décret d'urgence pour la protection de l'habitat essentiel de la rainette Faugrillon de l'Ouest sur le territoire de la municipalité de La Prairie, sur la couronne sud de Montréal. On parle ici d'un décret prévu à la loi sur les espèces en péril que Philippe vous a présenté en début de webinaire. Ça a été un point tournant de la protection de ce type de rainette puisqu'en 2015, la Cour fédérale annule le refus de la ministre de recommander un décret d'urgence et laisse à la nouvelle ministre de l'Environnement un délai de 6 mois pour prendre une nouvelle décision dans le dossier. À la fin 2015, la nouvelle ministre annonce son intention de recommander l'adoption d'un décret d'urgence. En juin 2016, le premier décret d'urgence en terre privée de l'histoire dans le cadre de la loi sur les espèces en péril est pris. Ouais, donc, c'est majeur. Une grosse victoire qui a déboulé sur plein d'autres choses. Donc, la vigilance citoyenne de prévention, ça c'est l'autre volet de la vigilance citoyenne qui est primordiale dans la mobilisation citoyenne. C'est la plus difficile. Ça implique de prendre un pas de recul puis de réfléchir à comment éviter les situations préoccupantes au niveau environnemental à la source. Votre conseil municipal, c'est probablement le forum le plus accessible pour porter vos revendications, dans le respect, toujours évidemment, s'il vous plaît. Idéalement, et vraiment, c'est plus facile si vous le faites avec d'autres citoyens, ça prend et là, je le mets entre guillemets, un abonnement au conseil municipal. La vigilance de prévention, ça implique de se tenir au courant de ce qui se passe au niveau local, mais aussi régional et métropolitain, selon le cas. La révision, l'élaboration des outils de planification puis d'urbanisme, donc par exemple le schéma d'aménagement de développement de la MRC, le plan d'urbanisme ou le règlement de zonage de votre municipalité, ce sont des opportunités en or de faire valoir vos revendications en matière de protection des milieux naturels. Il y a aussi des planifications sectorielles qui sont faites comme les plans de gestion des matières résiduelles des MRC. Vous pouvez aussi être créatif et demander à vos élus locaux de mettre en place de la réglementation en environnement sur plein de sujets, là, les pesticides, la réduction à la source des matières résiduelles, avoir un plan de mobilité active, l'accès aux lacs et aux cours d'eau, les espèces envahissantes, bref, il y a plein de dossiers intéressants. Ça peut être, vous pouvez vous mobiliser sur ces dossiers-là, puis ça peut être dans le cas précis d'une consultation publique, même si ça reste un forum valable. Vous pouvez demander des rencontres avec vos élus ou leurs équipes sans attendre qu'un projet X ou Y vous bouscule. Nous, le Centre québécois, on peut vous aider pour agir en prévention, puis justement, à vous aider à réfléchir à ce que vous pourriez demander en prévention. Agir en prévention, c'est aussi partager des informations à laquelle que vous auriez eu accès suivant des recherches. Je vais vous donner un exemple bien précis lié au gaz de schiste. À l'époque, avant que ça devienne très médiatisé et que ça fasse l'objet de débats publics, on m'avait commandé, dans le cadre d'un autre emploi, une revue de la littérature liée aux risques de cette industrie et une revue médiatique de ce qui se disait ailleurs dans le monde sur la question, là, alors que le débat commençait vraiment à émerger. Finalement, voyant la pertinence des trouvailles que j'avais faites dans le cadre de cette recherche-là, qui était destinée à une personne qui avait commandé un rapport, avec sa permission, je l'avais fait suivre à tous les élus du Québec, donc au provincial, à l'Assemblée nationale. Puis en fait, ça avait eu l'effet d'une petite bombe parce que cette information n'avait pas encore été colligée puis mise à disposition de façon vulgarisée. Alors, par le simple fait de partager de l'information et de mettre tout le monde un peu à la page sur un sujet, ça avait vraiment permis de mettre à l'agenda très rapidement le sujet.
Alors, comme quoi, on disait que l'information, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment vrai. C'est un bon exemple de ce dont on parlait, l'importance de s'informer et d'informer pour bien se mobiliser. C'est en s'informant, en informant les élus qu'on réussit à faire des gains, à faire bouger les choses. Donc, pour une fois, dans le cas que je vous donne, là, on était vraiment en mode prévention, puis ça a mis le gouvernement en mode réaction. J'en ai suivi une mobilisation citoyenne incroyable, mais aussi une mobilisation des élus, puis éventuellement un moratoire sur le développement des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Oui, un bel exemple. Puis je me permets de vous le dire aussi. Là, on vous dit, vous pouvez nous écrire tout ça pour vos questions. Vous pouvez aussi dire à vos élus de nous écrire pour qu'on leur donne tout un éventail de mesures qu'ils pourraient prendre. Là. Des fois, ça marche aussi comme ça. Donc, j'arrive à la conclusion du webinaire. J'ai un petit peu dépassé le 12h45. Je vais faire ça très rapidement pour qu'on ait au moins 10 minutes de questions. La conclusion du webinaire, c'est vraiment choisir son moment. Autant dans la vigilance de réaction que de prévention, vous devez choisir et saisir les moments. Est-ce que ça vaut la peine qu'on participe à telle consultation publique ou à tel conseil municipal? Est-ce que cette lutte-là qui nous tient à cœur et qui a fait en sorte qu'on a créé notre groupe citoyen, est-ce qu'elle est perdue? Ça se peut des fois. C'est perdu. Là, si vous êtes comme moi, vous êtes super têtu, ça peut être extrêmement difficile de prendre un pas de recul. Ça se peut qu'il soit trop tard pour tel milieu naturel, mais alors peut-être est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment se concentrer nos efforts sur tous les autres milieux naturels qui ne sont pas encore visés par un projet. Qui a, par exemple, déjà obtenu des autorisations et des permis. C'est sûr qu'une fois qu'il y a des autorisations, une fois qu'il y a des permis, ça devient beaucoup plus difficile de s'opposer à un projet. Des fois, ça peut être bien de choisir le moment où on décide de faire passer notre lutte locale au palier régional ou métropolitain, qu'on décide de parler aux autres groupes citoyens qui vivent des enjeux similaires dans d'autres municipalités locales proches de vous. Puis ça, je crois que par le biais du réseau de Demain le Québec, puis avec le soutien, on l'espère, du Centre québécois du droit de l'environnement, ça peut se faire. Super, merci beaucoup Philippe et Sofiane. J'ai mis mon micro parce que je suis dans une petite pièce justement avec beaucoup d'écho. Sur la dernière slide qu'on a présentement ici, c'est le contact de la ligne verte et du réseau Demain le Québec pour les courriels. Avant de prendre les questions, je vais peut-être juste faire la conclusion. Si vous avez besoin de partir à 13h, puis nous, on pourra rester un petit 5 minutes supplémentaires si vous avez des questions. On va mettre dans le chat, en fait, les 3 liens. Donc, le lien du réseau Demain le Québec, c'est un groupe citoyen, vous vous mobilisez. Vous pouvez joindre le réseau Demain le Québec. C'est un citoyen qui a envie de joindre un groupe citoyen aussi. C'est le site web à consulter. On va partager aussi le site web de la ligne verte, donc le formulaire à remplir la ligne d'information juridique. On voit qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc si on n'a pas le temps de répondre aux questions, vous pouvez écrire sur ce formulaire-là. Le Centre québécois du droit de l'environnement va vous faire un plaisir d'y répondre. Même chose, on va vous partager aussi leur banque d'informations juridiques gratuite et vulgarisée sur le droit de l'environnement. Donc, il y a une panoplie d'informations aussi qui vient rejoindre toute la présentation. La banque d'informations s'appelle Obiter. On va vous partager les 3 liens dans le chat. Donc, on va prendre une question avec micro, puis les autres questions, il y en avait beaucoup dans le chat. Donc, on va aller comme suit. Puis, merci beaucoup à tous ceux et celles qui étaient là, présents aujourd'hui. Je sais qu'il y en a certains qui vont devoir quitter durant la période de questions.